C'est parti, bonjour, bienvenue à ce nouveau webinaire. Ce matin, on va parler de mobilité interne et particulièrement de comment rendre les collaborateurs acteurs de leur carrière. Et ce matin, je reçois Arthur. Salut Arthur. Salut Christophe. Je te laisse te présenter rapidement. Ouais. Donc moi, je suis Arthur Philippe, CEO de JobMaker, psychologue du travail de formation. Et ça fait maintenant presque 14 ans que je travaille dans la chair-tech, je pense, à peu près en même temps que tu as créé Meyer Einstein, à mon avis. Et j'ai démarré ma... Comment? 15 ans cette année. Ouais, c'est ça. Donc j'étais encore étudiant à l'époque. Et j'ai démarré ma carrière chez Assess First. Ensuite, j'ai créé une boîte qui s'appelait Coche. J'ai ensuite travaillé pour le compte de Joby Joba. On se fait racheter par Hello Work. Et il y a 2 ans et demi, j'ai pris la direction de JobMaker. Alors, c'est quoi JobMaker? Donc JobMaker, c'est en fait à la base, alors tu me diras si tu m'arrêtes si je suis trop long, Christophe, hein, mais si on remonte un peu en arrière, donc c'était historiquement un cabinet de coaching de carrière. Donc c'était des coachs en fait qui intervenaient physiquement dans les organisations pour accompagner les collaborateurs dans des contextes justement de mobilité interne, de transition pro, etc. En fait, le constat qu'ils ont fait, et c'est un constat que vous pouvez partager, j'imagine aussi au sein de vos organisations respectives, c'est quand on fait appel à des coachs externes, souvent c'est pour accompagner toujours les mêmes typologies de collaborateurs. Donc c'est souvent des cadres dirigeants, des top managers, ceux sur qui on, les jeunes talents sur qui on compte pour l'avenir, ce qui représente finalement assez peu de personnes dans les organisations. Et c'est vrai qu'étant donné que c'est un coût incompressible lié à l'accompagnement humain, fait qu'on ne peut pas passer à l'échelle. Donc on va avoir tendance à élitiser l'accompagnement sur des sujets qui, à mon avis, concernent tout le monde. Et donc le vrai enjeu, ça a été de se dire, mais finalement, comment est-ce qu'on va pouvoir démocratiser l'accompagnement de carrière face aux transformations du travail qui étaient déjà en cours à l'époque et qui se sont accélérées, et que ça s'est avéré assez juste, puisqu'effectivement, on voit bien qu'en ce moment, ça se transforme d'autant plus avec l'IA, on en parlera peut-être un petit peu plus tard. Mais en tout cas, la vraie question de fond, ça a été de se dire, si on veut que chaque collaborateur puisse rester compétitif sur le marché de l'emploi, interne comme externe, il va falloir pouvoir les accompagner dans leur développement professionnel. Et donc, on comprend vite qu'on ne peut pas proposer un coach par collaborateur pour des questions budgétaires, tout simplement. Et on ne peut pas non plus demander au RH de passer 10 à 12 heures de temps par collaborateur pour les accompagner sur leur mobilité professionnelle. Et donc, finalement, la réflexion était de se dire, si on veut pouvoir associer à la fois, répondre à un enjeu global, tout en maintenant les RH au cœur du dispositif d'accompagnement, parce que c'est quand même aussi, quand on est RH, une des missions sans doute les plus intéressantes, hein. Faire évoluer nos collaborateurs, ça paraît quand même assez chouette, pour les managers aussi d'ailleurs. Il va falloir aussi qu'on puisse digitaliser une partie de cet accompagnement pour justement permettre à tout un chacun de pouvoir s'engager dans son développement de carrière. Et donc, on a digitalisé 80% de tout ce qui est standard en fait dans l'accompagnement de carrière. C'est-à-dire que vous allez dans n'importe quelle organisation en tant que coach, que ce soit pour accompagner un cadre dirigeant ou monsieur et madame tout le monde, on va dire, on va toujours passer par les mêmes étapes qui vont être une étape de réflexion autour de sa trajectoire de carrière, qu'est-ce qu'on a aimé faire jusqu'à présent, donc on a été performant, donc on a eu de l'impact, quelles sont les compétences clés qu'on souhaite valoriser pour la suite de sa carrière, quelles sont nos priorités du moment et quelle trajectoire on veut donner ensuite, travailler son pitch, sa présentation, comment mobiliser mon réseau également pour pouvoir passer à l'étape suivante, comment faire de la veille pour identifier aussi les métiers de demain. Aujourd'hui, j'occupe cette fonction. Je sais que mon métier va évoluer, donc quelles sont les étapes que je vais devoir emprunter pour pouvoir rester compétitif sur mon marché également. Et donc, toutes ces étapes, on les a digitalisées pour faire en sorte que les collaborateurs, quand ils arrivent en entretien RH, donc c'est souvent entretien mobilité, entretien professionnel, entretien de carrière, ils puissent justement en amont se préparer, avoir cet espace de réflexion, d'introspection, leur permettant d'adopter une véritable posture d'offreur de compétences. Très souvent, on se plaint de collaborateurs qui viennent en entretien de mobilité, entretien de carrière en disant qu'est-ce que tu as à me proposer? Moi, ça fait 3, 4, 5 ans que j'occupe le même poste. Donc, qu'est-ce que tu as à m'offrir, quoi? Et souvent, on a envie de leur dire, oui, mais toi, de ton côté, qu'est-ce que tu as à me proposer? Parce que je ne suis pas dans ta tête. J'ai 300, 400, 500, 800 collaborateurs dans mon périmètre, donc je ne peux pas imaginer à la place de chacun d'eux ce qu'ils doivent faire demain. Et donc, c'est vraiment passer de cette culture aussi, quelque part, de la mobilité, en responsabilisant les collaborateurs à cet endroit et en faisant en sorte qu'ils aient une véritable posture d'offreur de compétences et pas de demandeur d'emploi, qui aujourd'hui, finalement, peut être un frein à la mobilité ou au développement de carrière. Donc voilà, on travaille aujourd'hui avec une cinquantaine de boîtes, plutôt des grands groupes, hein.
Orange, Enedis, Air Liquide, etc. Top. Alors pour démarrer ce webinaire, on va commencer par une petite question pour voir si tout le monde est bien réveillé. La mobilité interne est-elle une priorité RH pour votre organisation en 2024? Alors oui, c'est une priorité. Non, c'est juste un sujet, mais pas forcément une top priorité. Ou non, ce n'est pas une priorité, ou vous ne savez pas. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Non, la question n'est pas anodine, hein. On avait fait une étude, nous, en 2022, qui... alors, je ne sais plus quel était le chiffre. Les boîtes qui étaient équipées d'un process de C'est mobilité... 87%. J'ai pris mon anti-sèche. qui étaient équipées d'un process? Non, c'était 53%. Non, oui, qui disait que c'était une priorité. C'était stratégique. 37%, et c'est 53% qui disaient que c'était équipé. Ce qui paraît assez peu, hein, et on avait fait la même étude 4 années précédentes, et en fait, on est passé de 48% à 53%, donc l'évolution est assez lente. Alors, on ne va pas se leurrer, hein, la mobilité interne, là, on était sur des boîtes de plus de 500, voire plus de 1000 collaborateurs, hein, dans le panel qui avait été sondé. Hein. Oui, mais forcément, ça a un impact. Alors, qu'est-ce que vous nous dites, hein? Vous êtes 60 à avoir voté. La mobilité interne est une priorité, on va dire, pour la moitié d'entre vous. Est un sujet, mais pas une top priorité. Non, ce n'est pas une priorité. Ok, dans la première partie de ce webinaire, on va d'abord s'attarder sur pourquoi faire de la mobilité interne, justement, est une priorité aujourd'hui pour les entreprises et à quels objectifs ça vient répondre. Le premier objectif, Arthur, ça va être comme levier de fidélisation. Ouais. Ça, très clairement, en fait, alors, j'insiste sur le mot fidélisation. Je sais que tout le monde ne parle pas de la même façon de ce levier-là. Beaucoup d'entreprises parlent de rétention des talents. Moi, c'est un peu un de mes trucs que je redis à chaque webinaire pour ceux qui m'ont déjà entendu, mais je me permets de le répéter. En fait, la façon dont on nomme les choses traduit une intention. Et nous, chez Jammaker, effectivement, on est très attaché à la notion de fidélisation et non pas de rétention. Parce que la rétention est quelque chose de très autoritaire, quelque part. Moi, je ne sais pas si demain je suis candidat, je postule dans une boîte et je vois que mon RH fait une stratégie de rétention, ça peut me faire un peu peur. Je me dis, je sais qu'un jour ou l'autre, je partirai. S'il y a déjà des barbelés avant même que j'arrive, ça va être compliqué. Enfin, ça peut être aussi quelque part un frein à l'engagement. Et puis, d'ailleurs, si on fait une analogie avec le couple, moi, ça fait 10 ans que je suis avec ma femme, plutôt une stratégie de fidélisation que de rétention. Et, ça se passe plutôt bien. Donc, ça, c'est une aparté, mais mine de rien, c'est vrai que la façon dont on nomme les choses traduit une intention aussi. Parce que si vous repartez près de votre COMEX et que vous leur parlez de rétention, ils vont juste regarder finalement combien de personnes sont parties, combien de personnes sont restées. Ça va être ça l'indicateur de la rétention. Alors que si on parle de fidélisation, ça force à aller plus loin dans l'analyse, ça force à aller plus loin aussi dans les métriques qu'on va aller rechercher. Donc, on va parler évidemment d'engagement des talents, de fait, des collaborateurs au sens large, d'épanouissement, toutes ces notions-là finalement qui n'apparaissent pas dans le terme de rétention. Donc, c'est vrai que ça a l'air de rien comme ça, mais même si derrière, on comprend bien quand vous parlez de rétention, que vous voulez parler de fidélisation, autant être plus ambitieux et aller un peu plus loin dans la démarche. Alors, ça, on avait deux chiffres par rapport à ça. On avait un chiffre issu de l'étude LinkedIn en 2021 qui disait que les entreprises qui favorisent la mobilité interne ont un taux de fidélisation, on va dire, de 80%. Exactement. Et puis, un chiffre, une étude S qui avait été faite aussi en 2021 qui disait que 60% des collaborateurs préfèrent une mobilité interne finalement à un départ, un mouvement externe. Donc, c'est vrai que pour le confort du collaborateur, un collaborateur va en général préférer rester dans son entreprise et engager une nouvelle aventure au sein même d'une organisation qu'il connaît déjà, à condition évidemment qu'il y soit à l'aise. Mais c'est beaucoup plus facilitant dans la carrière d'un collaborateur de rester dans la même entreprise. C'est plus facilitant pour le collaborateur, c'est plus optimal pour vous aussi. C'est un truc qu'on verra après, mais ça vous permet quand même aussi de capitaliser sur des gens qui connaissent aussi bien les rouages de votre organisation, qui connaissent les valeurs, le système.
Et d'ailleurs, il y avait aussi une autre étude, je ne sais plus le nom, mais enfin, qui révélait que, en moyenne, on allait connaître 9 carrières différentes dans notre vie. Bon, en fait, autant faire en sorte qu'elles aient lieu au sein de votre organisation. En tout cas, l'idée, c'est de répéter ce cycle d'engagement tous les 3-4 ans. Généralement, on change de poste. On regarde les profils LinkedIn, hein, c'est-à-dire 4-5 ans, une mission. Donc, plutôt qu'ils aillent ailleurs, autant essayer de réengager au sein de votre organisation. Donc ça, c'est le premier axe. Le deuxième Ouais. axe, c'est le levier de développement justement des compétences, puisqu'on a ce chiffre qui dit, alors en fonction des études, autour de 80%, on va dire, des compétences actuelles seront transformées d'ici à 2030. Donc ça veut dire que les entreprises vont devoir passer d'un point A à un point B de manière extrêmement rapide et que c'est pas forcément la bonne idée de le faire que via des recrutements externes, qui a peut-être intérêt aussi à accompagner les collaborateurs dans les montées en compétences et vers de nouveaux métiers. Donc ça, c'est un des axes forts de la mobilité interne et de la fidélisation. Il y a Julie qui faisait une remarque intéressante sur ce que tu as dit sur la rétention. Elle dit rétention égale urgence, il ne faut pas qu'il parte. C'est vrai que ça renvoie un peu cette image, comme tu disais, dans la nature même du mot. Le levier de développement, il est d'autant plus important aujourd'hui avec l'arrivée de l'intelligence artificielle et l'accélération en fait de la transformation des compétences, Arthur. Ouais. C'est ce que disait hein, justement, on ne sait pas encore que 85% des métiers qui existeront en 2030. Et l'IA, en fait, est un sujet, de toute façon, qu'il va falloir, j'imagine, vous avez déjà commencé à aborder. Mais en fait, il y a deux postures. Soit on décide finalement subir le sujet, ou alors on met ça sous cloche. Mais de toute façon, il est fort à parier que d'ici 2, 3, 4 ans, vos collaborateurs ou vous-même soyez un peu en décalage par rapport aux attentes et aux compétences attendues sur le marché. Et donc, finalement, charge à chacun de pouvoir s'emparer de ce sujet-là. En fait, on est tous responsables de notre carrière. En fait, notre carrière nous appartient. Et ça, c'est vraiment quelque chose à transmettre à vos collaborateurs. Et donc, si on se sent menacé par une nouvelle innovation, une nouvelle technologie, en fait, on est tous libres de pouvoir aussi s'en emparer, s'y intéresser. Mais pour ça aussi, et la responsabilité de vous en tant qu'organisation, c'est de créer cette culture aussi de la curiosité, du mouvement, et de faire en sorte de désenclaver les personnes dans leurs fonctions. On voit, nous, on travaille avec quelques entreprises du secteur bancaire notamment, qui est éminemment concernées par ces sujets-là. Ils ont clairement identifié des collaborateurs à employabilité critique, justement, où on sait que de toute façon, qu'ils le veuillent ou non, s'ils ne se mettent pas en mouvement, ils vont se retrouver soit cornerisés dans une fonction à faible valeur ajoutée, dans le meilleur des cas, on va dire, mais a priori, dans le pire des cas, plutôt licenciés, quoi. Et donc, c'est aussi de votre responsabilité, quelque part, de maintenir vos collaborateurs compétitifs sur le marché de l'emploi, interne comme externe, parce que s'ils sont amenés à partir de votre boîte, c'est quand même plus intéressant qu'ils retrouvent un job facilement. Il y a aussi un facteur d'attractivité derrière. On sait qu'il y a des boîtes tremplins, il y a beaucoup de boîtes de conseil qui ont bien compris ça. Quand on vient chez eux, on sait que derrière, on repart plus compétent. C'est aussi une réflexion qu'on doit avoir en permanence. Et puis, de toute façon, c'est bon pour votre compétitivité aussi. Hein. On a tout intérêt à avoir des collaborateurs qui sont en phase avec les innovations du moment. Par rapport à votre concurrence, c'est quand même une bonne chose aussi. Donc, il y a un enjeu business derrière qui est hyper important. Il y a une étude de Harvard Business Review qui disait que 60% des postes à pourvoir au sein d'une organisation pourraient être exercés par les collaborateurs eux-mêmes. Ouais. Ça aussi, c'est intéressant. Et si tu mets ça en rapport face au dernier levier, qui est le levier économique, où tu sais que sur une mobilité interne, tu vas économiser entre 20 et 50% des coûts que représentent les recrutements externes. Du coup, on se pose quand même la question, pourquoi finalement les entreprises n'y vont pas plus sur cette mobilité interne, puisqu'on sait qu'en France, je pense qu'aujourd'hui, on doit être au global au niveau des entreprises, on doit être à peine à 30% de véritables processus de mobilité interne. Finalement, c'est très faible. On est même plutôt en retard par rapport aux autres pays européens. Et ça, on en reparlera peut-être après, mais effectivement, c'est aussi ce manque d'exhaustivité et de visibilité parfois qui sont aussi à l'origine de ça. C'est-à-dire que les collaborateurs n'ont pas toujours accès, voire même des entreprises parfois qui disent aux collaborateurs, si tu veux voir les offres en mobilité, il faut que tu ailles sur le site carrière de la boîte qui est à destination des candidats externes.
c'est pour dire à quel point parfois les collaborateurs sont simplement pas au courant, voire même les RH, faut dire les choses, hein. Et donc ça nécessite évidemment, la transparence, de l'exhaustivité de la communication interne pour aussi, faire connaître ces opportunités. Parce que c'est même, enfin, il en va aussi d'un enjeu derrière de vitalité de vos organisations. Parce qu'un collaborateur qui suit un processus de mobilité interne va évidemment être beaucoup plus rapide, à onboarder dans sa fonction, même pour faire le bridge avec la personne qui va le remplacer aussi, parce que dans une mobilité, il y a une phase d'offboarding, et donc on perd quelqu'un à un poste, mais une phase d'onboarding même en interne. Et donc pour faire aussi la transmission de connaissances par rapport à la personne qui nous remplace, c'est éminemment, il y a l'aspect recrutement, mais il y a aussi l'aspect passation. Dans tous les cas, c'est un cercle vertueux. Alors avant de répondre, on avait une question de Dorothée qui est intéressante, qui dit: «Comment impulser cette culture du mouvement? Avez-vous des exemples?» Avant de passer à ça, on va vous reposer une petite question justement pour voir aujourd'hui, vous dans vos entités, est-ce que vous connaissez la part des mobilités internes, concernant les recrutements dans votre entreprise? Est-ce qu'elle est inférieure à 10? Est-ce qu'elle est entre 10 et 20? Supérieure à 20? Est-ce que tout simplement il n'y a pas de mobilité interne chez vous? Alors nous, ce qu'on avait mesuré, que je vous dise pas de bêtises, c'est pour les boîtes qui avaient un process de mobilité interne établi, dans l'étude qui avait été menée il y a 2 ans, un tiers des recrutements a été fait via la mobilité interne. Un tiers des recrutements, c'est quand même phénoménal parce que si vous avez, 100 recrutements par an, ça veut dire qu'il y a 33 recrutements qui sont faits en interne. Donc en termes justement de fidélisation, et même d'attraction, hein, parce que dire qu'on fait de la mobilité interne et le prouver, même aux candidats externes, c'est un levier de marque employeur. C'est hyper intéressant, et à tous les niveaux, hein, aussi bien au niveau fidélisation, au niveau économique, au niveau compétitivité, comme l'a dit Arthur, et puis, Mmh, au niveau engagement. ce serait même intéressant de pousser le curseur plus loin de cette étude en allant voir aussi le taux de succès entre un recrutement externe et une mobilité interne. Enfin, à mon avis, sans avoir fait d'études, enfin, sans avoir fait d'études, mon intuition me dit que le taux de succès est beaucoup plus important. Stéphanie me dit: «Qu'entendez-vous par des boîtes qui ont un process interne?» Alors, qu'est-ce que j'entends par des boîtes qui ont un process interne? C'est des boîtes qui ont communiqué sur le processus de mobilité interne auprès de l'ensemble de leurs collaborateurs, qui ont outillé le process. Donc tout le monde a accès à la bourse d'emploi, tout le monde connaît les passerelles possibles en fonction des métiers occupés à un instant T. Et c'est effectivement supporté par les managers qui jouent le jeu de cette mobilité interne. C'est ça, c'est ces Oui. entreprises-là qui aujourd'hui réalisent un tiers de leur recrutement en interne. Ça veut dire qu'effectivement, c'est ancré dans la culture d'entreprise. Mais il y a Alors, même des boîtes, qui, vont incentiver, les managers aussi dans leur taux de mobilité. ouais. Donc pour lutter contre la rétention, en l'occurrence. Alors, qu'est-ce que ça donne en termes de résultats? Voilà, c'est assez disparate. Ouais, un peu Plutôt tout. 18% inférieur à 10%, 8% entre 10 et 20%, 13% supérieur à 20%. Bon, il y a une petite, minorité là ce matin qui indique qu'il y a pas du tout de mobilité interne et puis, la majorité, vous ne savez pas en fait. Vous ne savez pas, s alors là, on va pas parler des KPIs en recrutement interne-externe, mais, c'est quand même des choses, intéressantes à mesurer. Olivia, fait une remarque intéressante qu'on va aborder par la suite sur le fait que la mobilité interne concerne également les managers qui recrutent et il n'est pas toujours facile de les embarquer. Les freins ne veulent pas passer du temps à former les candidats internes s'ils trouvent un candidat externe qui coche plus de cases en termes de compétences. Alors ça, c'est le classique, par excellence, hein, Ouais. et puis c'est un peu l'adage, c'est toujours mieux à l'externe qu'en interne. Hem Soline nous dit: «Nous sommes à 30% de mobilité interne en 2023. Néanmoins, lors de nos enquêtes d'engagement, on ressent en rouge le point "pas de perspective de carrière"».
manque de communication, manque de connaissances, besoin de com sur les passerelles métiers. C'est intéressant. Ouais. Ah bah oui, parce que quand on a 30% de mobilité interne et que on arrive à avoir dans les surveys une alerte sur manque de visibilité sur les parcours professionnels en interne, c'est peut-être qu'il y a un problème effectivement de communication, de marketing RH ou un problème d'alignement avec le management. Il y a forcément un point de blocage à un moment donné. Ouais. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de faire parler les collaborateurs qui ont effectué des mobilités justement. Et alors peut-être que vous l'avez fait, hein, mais en tout cas c'est intéressant de faire des témoignages collaborateurs justement qui sont passés d'une fonction à l'autre et que ce soit pas toujours les mêmes types de profils. Ça, j'insiste là-dessus. Souvent on a tendance encore une fois à montrer que à élitiser ce type de, 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 de rôle modèle, on va dire, enfin d'exemple, alors que c'est intéressant de montrer aussi les différentes variétés de profils qui ont justement effectué des mobilités. Ce n'est pas toujours le même profil de personnes. Là, on a eu une centaine là, ce matin en ligne. Dites-moi là juste rapidement, est-ce que vous avez ou pas un processus de mobilité interne réellement établi dans votre entreprise? C'est la dernière question qu'on vous pose, hein, on ne vous embête plus après. Il y a Amandine qui nous dit bonjour, quels sont les grands indicateurs de la mobilité interne? Je vois bien celle du nombre de mobilités, mais y en a-t-il d'autres intéressants? Quels sont les grands indicateurs de la mobilité? Derrière, ce qui est intéressant derrière quand on effectue une mobilité, c'est aussi de mesurer l'engagement du collaborateur dans la mission qu'on va lui proposer. Effectivement, il y a l'aspect quantitatif, combien de personnes ont évolué, c'est-à-dire c'est pas toujours une évolution, hein, ça peut être transversal aussi. Faut pas forcément corréler systématiquement à la promotion. Mais derrière, est-ce que la personne, effectivement, la mission qu'on va lui proposer va l'engager sur un certain nombre au moins que ce soit pas juste une mobilité qui permette d'avoir un tremplin pour bouger vers l'extérieur, ce qui arrive de temps en temps, mais qu'effectivement la personne derrière s'engage bien dans la mission qu'on lui a proposée. Il n'est pas rare aussi, et donc ça c'est pour ça que c'est important d'assurer un suivi de la mobilité. Que ce soit pas juste bon bah voilà c'est bon il a changé de fonction et puis on le revoit dans 3 ou 4 ans pour sa future mobilité, mais derrière de faire des entretiens de suivi pour garantir que ce soit bien effectivement le job que le job qu'on a proposé correspond bien à ses. Ouais, mais tu as répondu en fait, effectivement, là, par rapport à la question concernant les indicateurs de performance, entre guillemets, mesurables liés à la mobilité interne. Il y a effectivement le taux de mobilité interne versus le taux de recrutement externe. Et là, donc, c'est mesurable à différents niveaux, d'un point de vue budgétaire, d'un point de vue mobilité des ETP en entreprise. Et puis ensuite, ça va effectivement avoir un impact sur les surveys que vous pouvez faire en interne sur l'engagement et la motivation des collaborateurs. La mobilité interne a un effet direct sur l'engagement en entreprise. Sur ces notions-là, vous pouvez monitorer des évolutions très claires, logiquement. Et puis ce que je disais tout à l'heure aussi, hein, entre le taux de succès entre une mobilité et un recrutement externe. Ça, à mon avis, c'est. Et naturellement, ça aura aussi un impact sur le turnover. Exactement, exactement. Alors, vous êtes aujourd'hui, ce matin, 42% à disposer d'un process de mobilité interne, 41%, pardon, et 27%, donc un tiers, hein, en gros, c'est ça, vous êtes un tiers à ne pas avoir de process de mobilité interne. Bah, ça tombe bien, c'est le moment de s'y mettre. Et là, on a un peu débroussaillé le sujet sur les enjeux, sur des points, les quelques datas qu'on avait par rapport à cette thématique. Évidemment, quand on met en place un process en entreprise, on a un certain nombre de freins. Et là, on a vu déjà dans les commentaires, problème d'alignement des managers,
Nous, dans l'étude qu'on avait réalisée, les principaux freins qui étaient évoqués, alors naturellement, le premier frein, c'était le manque d'outils, parce qu'effectivement, si on n'a pas d'outils, c'est compliqué de pouvoir faire de la mobilité interne, hein. Il faut montrer les passerelles, il faut montrer les opportunités. Un point très important que tu as souligné, Arthur, c'est que la mobilité interne, c'est pas simplement vertical, hein, c'est vertical et horizontal, hein, c'est pas uniquement je deviens manager, non, ça peut être je suis RH et pourquoi pas je deviens commercial, pourquoi pas, hein. Complètement. Mmh. Donc sur des mobilités qui sont complètement différentes et qui vont répondre, hein, aux enjeux des entreprises aujourd'hui et qui répondent à cette problématique de transformation des compétences à court terme. Le deuxième axe qui était levé, c'était le manque de proactivité des collaborateurs. Et ça, Ouais, c'est et intéressant. ouais, mais en fait, en plus, c'est amusant parce qu'on avait fait une étude là-dessus, d'ailleurs qui a été publiée, sur ton Ouais, site, hein, en fait, qui montrait, donc c'est une étude on a analysé, hein, les collaborateurs qui sont passés par JobMaker, l'an dernier, enfin, du moins une partie. J'ai essayé d'avoir un échantillon représentatif, donc on a quand même analysé plus de 1000 parcours, et en fait, il y en a seulement 30 qui ont à peu près qui ont des plans de carrière à peu près déjà bien établis. Donc ça veut dire, alors, à la fois, c'est un peu 30 à la fois, c'est beaucoup parce que, enfin, c'est quand même assez consistant pour se dire on va pouvoir s'appuyer sur, enfin, ils vont pouvoir être autonomes dans le pilotage de leur carrière. Mais enfin, il y en a quand même 70 qui sont un peu comme les lapins, des lapins pris dans le phare d'une voiture, qui ne savent pas vraiment dans quelle direction aller, et qui peuvent manquer un peu justement qui ont besoin vraiment d'être accompagnés dans leur proactivité dans cette démarche-là, justement. mais tu Ouais. sais, je te coupe par rapport à ce qu'on disait Non, tout vas-y. à l'heure sur le fait que la mobilité interne était pas finalement très développée en France. Mais est-ce que c'est pas un problème culturel, tout simplement parce que on est quand même un des rares pays à avoir été éduqué. Tu fais tes études, tu as un boulot, si tu n'as plus ton boulot, tu as du chômage, c'est pas grave, tu vas en retrouver un. Mais est-ce que cette culture en fait qu'on a en France est favorable à la mobilité interne et au fait que les salariés ont besoin de se projeter? Finalement, on a quand même eu tendance toujours un peu à, j'allais dire presque à materner le salarié Ouais. pour qu'il n'ait pas besoin de réfléchir en fait. Tu viens, tu fais ton boulot, basta. On ne te demande pas de nous expliquer ce que tu as envie de faire par la suite. Combien de fois on peut entendre, l'État fait rien. Qu'est-ce que fait l'État pour nous? Qu'est-ce que fait, mon Voilà. RH? Je le vois jamais. Mon manager, il est absent. Enfin bref, plutôt que de se dire: «Mais en fait, et toi, à quel moment tu te prends en main aussi, pour aller, chercher l'info, pour justement solliciter ton RH si tu as aussi envie de lui partager des choses?» C'est vraiment, en fait, on est dans une culture, c'est exactement ça, c'est-à-dire qu'on est une culture de demandeurs, moins dans une culture d'offreurs. Et donc ça, c'est aussi une mentalité à mettre en place. Mais alors ça, pour le coup, c'est accessible pour tout le monde. Moi, j'ai vu, nous, on a des clients, je vais citer Enedis, par exemple, qui est comme une boîte, donc c'est une filiale d'EDF, donc c'est quand même très étatiste. Et ben, on pourrait se dire que c'est très loin de leur représentation. Et ben, ça fait 4 ans qu'ils bossent avec nous. Et aujourd'hui, par exemple, ils refusent de recevoir des collaborateurs mobilité s'ils n'ont pas pris le temps, si les collaborateurs n'ont pas pris le temps en amont de passer par JobMaker et d'avoir fait ce travail d'introspection, de réflexion, et qu'ils arrivent en entretien avec un projet de carrière à proposer au RH, au manager. Donc, si Enedis arrive à le faire, et on a d'autres clients évidemment, mais c'est quand même assez iconique, je pense que c'est accessible pour tout le monde. Simplement, c'est une question de volonté, c'est une question de décision, tout simplement aussi. À un moment, ça se décide. Il faut pas. J'entends trop souvent, on n'est pas assez mature pour mettre ça en place. En fait, la maturité, elle se décide. Si on fait rien, c'est sûr qu'on sera jamais mature. Alors, je caricature un peu, mais il faut aussi à un moment donné se dire, bah voilà, maintenant, nous, on veut que nos collaborateurs soient offreurs de compétences lors des entretiens, et donc on va mettre en place un dispositif permettant de le devenir. Et en plus de ça, au-delà, donc quelque part, ça marche, et en plus de ça, c'est très apprécié de la part des collaborateurs. C'est-à-dire qu'on se rend compte que quand on les responsabilise, ça veut dire qu'on les considère comme des adultes quelque part. Donc on les considère dans leur singularité, et dans les retours qu'on a, on a plus de 85 de taux de satisfaction du dispositif mis en place.
parce que les gens aussi se sentent confiants. On arrive en entretien avec vraiment l'impression effectivement qu'ils ont des compétences à valoriser, ils se sentent beaucoup plus légitimes dans la fonction qu'on va leur proposer derrière aussi. Donc on peut faire plus facilement tomber des syndromes de l'imposteur, de la bonne élève, de l'autocensure que Mmh. surtout parfois les femmes peuvent avoir, mais aussi certains hommes. Donc ça a vraiment des effets très vertueux. La culture de la responsabilisation, c'est aussi une façon de considérer les gens pour ce qu'ils sont avec les compétences qu'ils ont à vous offrir. Et ça, je pense que c'est aussi un point très important. Et d'ailleurs, pour revenir sur Enedis, dans les candidats qui postulent chez Enedis aujourd'hui, ceux qui décident de cette entreprise, dans le top 3 de la décision, il y a justement l'accompagnement de carrière qui est mis en avant. Parce qu'ils communiquent énormément sur leur dispositif d'accompagnement de carrière. Et c'est aussi très rassurant pour des collaborateurs de se dire, en fait, cette boîte-là va faire en sorte que je reste compétitif sur le marché de l'emploi tout au long de ma carrière. Et ça, c'est aussi un point très important. Dans un monde qui change beaucoup, c'est aussi un élément très rassurant. Il y a Luc qui nous dit: «Est-ce que la mobilité inclut la possibilité de faire un pas en arrière dans sa carrière?» Alors c'est intéressant Bah comme ouais, question, mais nous, ouais, on en effet. fait Hein. soit plutôt un pas vers le haut, soit un pas de côté finalement. Mais Ouais, ouais. un pas en arrière, c'est plus compliqué parce qu'un pas en arrière, ça veut dire que, il faudrait, retomber sur une rémunération inférieure, ce qui est pas légal en France, hein. On n'a pas le droit de baisser un salaire. C'est bien dommage, hein, mais on n'a pas le droit. Heu, qu'est-ce Non, que mais en fait, c'est vrai qu'en interne, c'est compliqué, il faut se dire les choses. Moi, je l'ai déjà fait parce que je suis entrepreneur et que c'est sûr que quand on reprend une boîte, on n'arrive pas avec son dernier salaire en disant bon bah voilà, non. Enfin, mais c'est effectivement une décision qui m'appartient. Mais j'ai quitté, enfin j'ai changé de boîte quand j'ai fait ça pour des raisons. Mais en interne, évidemment, légalement, c'est compliqué. Alors il y a un point qui est intéressant qu'est-ce que nous dit, Luc? Le pas en arrière existe dans les pays nordiques. Ouais, faire Ouais. évoluer, laisser le choix aux collaborateurs, mais pour l'instant, en France, c'est hors sujet, hein. Je vous laisse négocier ça avec vos syndicats. Hein. Ouais. Et puis ça serait un peu la porte ouverte Ouais, non, franchement, à beaucoup de dérives. ouais, c'est sûr. Alors il y avait un point justement intéressant qui vient pas en contradiction, mais un peu quand même avec ce qu'on évoque depuis tout à l'heure. Dorothée qui nous dit: «Chez Claranet, nous n'attendons plus que les collaborateurs nous fassent un signe sur leur souhait d'évolution, mais nous sommes proactifs dans l'identification des talents pour leur proposer une évolution opportunité». Mais ça, en fait, c'est un peu le modèle classique de ce que font les RH depuis des années, c'est-à-dire, on travaille sur des référentiels, on identifie les talents, les compétences clés ou les compétences critiques de l'entreprise. Donc on va identifier un pool, de talents, qu'on va accompagner, et à qui on va proposer des opportunités de mobilité. Et ce qu'on dit avec Arthur, nous, c'est pas tout à fait ça. Ce qu'on dit, c'est non, inversons les rôles. Demandons aux collaborateurs de faire leur introspection et de réfléchir à leur propre plan de carrière. Alors évidemment, en leur mettant à disposition en amont les opportunités possibles dans l'entreprise pour qu'ils puissent éventuellement se projeter sur d'autres métiers, des filières, etc. Et que le collaborateur puisse ensuite aller voir son manager, puis et ou le RH pour lui dire, bah voilà, j'ai bien réfléchi, ça fait 4 ans que je suis sur ce poste, j'aimerais apprendre de nouvelles compétences ou évoluer vers tel métier. Donc la démarche n'est pas tout à fait la même. Tu me dis hein, Oui, si je puis il y a, suis... non, mais et ça, enfin, c'est très, enfin, il y a cette idée aussi de déselitiser, on va dire, cette démarche-là. Alors évidemment, il y a des métiers, des catégories professionnelles pour lesquelles c'est plus compliqué que d'autres, on sait bien, notamment dans l'accès au digital, et cetera. Mais bon, nous, c'est une solution digitale, donc de toute façon, ça s'adresse aux populations qui ont accès. Mais dans l'absolu, c'est aussi chaque collaborateur, à un moment donné, son métier va se transformer. Enfin, je veux dire que vous comme moi, demain, moi, je sais pas dans 5 ans comment je bosserai et je pense que personne d'entre nous est capable de le dire aujourd'hui. Et donc il faut aussi que tout le monde, ait conscience que rien n'est acquis, que les choses peuvent bouger beaucoup plus vite qu'on ne l'imagine aussi et que le jour où, si on manque, si on rate le train, bah, c'est difficile de monter dans le suivant derrière, quoi. Parce qu'on peut très vite se retrouver aussi complètement en décalage, par rapport aussi aux exigences du marché de l'emploi actuel. Donc c'est vraiment important que les gens prennent conscience que voilà, il faut pas qu'ils restent sur leurs acquis et qu'ils soient dans d'instaurer cette culture de mouvement. Et ça C'est ça, concerne tout le monde.
Il y a une question d'Émilie qui dit comment faire pour changer de métier du coup quand on veut ouais, comment faire pour changer de métier mais du coup devenir junior sur un autre poste donc potentiellement salaire moindre. Bah ça marche pas forcément comme ça en fait. Ouais. Euh, Moi perso quand j'étais en entreprise dans la dernière boîte où j'ai bossé, bon ça remonte un peu mais euh, je suis passé d'un poste d'ingénieur avant-vente en marketing à un poste de directeur des opérations, donc rien à voir, puis à un poste de directeur commercial. Et on pourrait se dire que sur les métiers sur lesquels j'ai migré, entre guillemets, j'étais junior, mais j'avais d'autres compétences transverses qui m'ont permis justement de prendre les jobs et puis via des formations, du mentorat, etc., de faciliter les prises de poste. Et puis tout ça, ça s'anticipe. L'idée, c'est pas de vous dire, tiens, je suis à un poste A, je vais passer sur un poste A' du jour au lendemain. Ça marche pas comme ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On va forcément passer par des formations, par de l'accompagnement. Euh, Et, puis, et en fait, je trouve que là vous êtes, quand on donne comme ça, on est extrêmement centré sur les compétences, on va dire, hard, quelque part. ouais, ouais. Euh, Or, quand on a un certain niveau d'expérience, même si on va découvrir un nouveau métier, bah, on apporte autre chose que du hard skills. On apporte aussi toute une maturité, une prise de recul et une capacité d'apprentissage aussi qui va être différente que le junior qui découvre un peu le monde de l'entreprise et effectivement pour qui il a tout à apprendre en même temps. Donc, euh, à mon avis, c'est pas forcément, si on se centre que sur le hard skills, effectivement, mais je pense dans une mobilité, on va chercher bien au-delà des hard skills. Et c'est là aussi, d'ailleurs, dans ces mobilités-là, que la créativité émerge parce qu'on vient d'un autre secteur d'activité. Et donc, on fait des ponts entre différentes compétences qu'on a acquises par ailleurs qui peuvent aussi venir justement nourrir le futur métier que vous allez entreprendre. Julie faisait une remarque intéressante. Elle dit que quand on crée justement de la mobilité interne uniquement sur des pools de collaborateurs qu'on a identifiés comme étant, entre guillemets, les talents de l'entreprise, bah forcément, ça va créer une certaine jalousie interne et progressivement du désengagement Mm, auprès des personnes qui ne seront pas identifiées, entre guillemets, talents. exactement. Là, l'idée, c'est vraiment, quand on parle de mobilité interne, alors je ne sais plus qui le disait tout à l'heure, je crois que c'est Julie qui disait, quand on parle, les RH qui font vraiment de la mobilité interne ne parlent pas de mobilité interne. Ils parlent plutôt de projet professionnel. Mm. Et finalement, c'est un peu ce que tu dis aussi, Arthur, c'est inciter les collaborateurs à travailler leur projet professionnel, justement pour mobiliser un maximum de collaborateurs. Toi, par exemple, dans les clients que tu accompagnes, est-ce que tu saurais nous dire quel est le ratio justement des collaborateurs qui jouent le jeu? Alors, c'est très dépendant d'une boîte à l'autre, justement. Et c'est là où c'est intéressant, c'est que on a des clients, justement, je parlais d'Enedis tout à l'heure, qui, en fait, n'ont pas le choix. Quand un collaborateur veut avoir votre mobilité, doit passer par JobMaker. Donc là, on est à 100% parce qu'en fait, de toute façon, s'il veut pouvoir évoluer, il est obligé de passer par JobMaker, enfin un dispositif complet, mais donc JobMaker au centre du dispositif. Et après, on a d'autres clients, et c'est intéressant aussi, qui ont une autre approche, qui sont plus dans une logique de culture d'entreprise apprenante, où là, on met à disposition le dispositif, on met à disposition le JobMaker, justement, et des collaborateurs qui le souhaitent vont se connecter d'eux-mêmes à la plateforme pour pouvoir avoir ce travail d'introspection et ensuite partager avec son manager ou avec son RH sa synthèse, en fait, qui agrège finalement l'ensemble des ateliers qu'il aura réalisés, etc. Et dans ces configurations-là, on est plutôt sur un taux en moyenne de 10% des collaborateurs par an qui vont faire cette démarche d'eux-mêmes, en fait, d'aller. Alors, ça passe aussi par de la communication interne, évidemment. C'est pas parce qu'on a Ouais. décrit une solution qu'elle va être adoptée toute seule. Donc, nous, on vous accompagne dans cette démarche-là. Mais ouais, on est sur un taux à 10% en moyenne par an. Donc, c'est assez important parce que si on prend la masse globale, on sait que bah, John Maker, on ne va pas le faire tous les ans, ça n'a pas de sens. On serait bien d'accord, on n'est pas tous les ans en mobilité. À un moment donné, on a pris un nouveau poste, c'est un cycle qui se répète tous les 3-4 ans, grosso modo, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc si on fait 10% par an, c'est-à-dire qu'à l'échelle
sur 4 ans, on va avoir déjà à peu près la moitié de l'organisation qui aura eu cette réflexion en amont d'un entretien professionnel, entretien de carrière ou de mobilité. Mais ce que disait Olivia, et c'est très intéressant, justement, c'est effectivement, donc l'important est de préparer en amont son projet mobilité pour être prêt quand une opportunité se présente. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'il y a un job à pourvoir qu'on doit se préparer à ce moment-là. Et donc, c'est vrai, une vraie culture en continu de mise en mouvement et justement pour être prêt le jour où l'opportunité se présente. On a des clients dans leur bourse à l'emploi, il y a à la fois tous les métiers de l'entreprise et ils peuvent postuler à un métier même si le poste n'est pas ouvert. Parce que justement, comme ça, le RH ou le manager est au courant et quand il y a un poste qui s'ouvre, à ce moment-là, on peut contacter le collaborateur. Il n'y a pas forcément besoin d'avoir un poste ouvert pour proposer à un candidat de postuler. Alors, je vois qu'on avance, il nous reste 5 minutes. Ah oui. On va quand même vous donner les 6 bonnes pratiques pour instaurer une culture du mouvement. La première, c'est adopter une communication qui valorise la mobilité interne. Je crois que c'est le top numéro 1, la communication interne. Donc, on en a parlé, bourse d'emploi, mais ça peut être des opérations de marketing interne. J'insiste là-dessus, enfin, on va le dire après, mais quand on fait de la com, il ne faut pas simplement dire soyez acteur de votre carrière à coup de slogans et compagnie. Il faut que la com, elle s'incarne dans une solution. Parce que sinon, finalement, ça peut avoir le même effet que dire à quelqu'un t'as qu'à traverser la rue pour trouver un boulot. Ok, très bien. Mais généralement, si ça s'arrête là, ça peut être très culpabilisant et c'est là où on risque de créer des frustrations. Donc, si vous dites ça, il faut que derrière, vous ayez aussi une solution à proposer. Un dispositif. Deuxième axe, c'est développer une charte de mobilité interne. Donc ça, c'est des règles claires. Il faut que ce soit exhaustif pour les collaborateurs, qu'ils puissent voir concrètement, effectivement, quelles sont les politiques d'évolution associées à la mobilité interne pour justement que tout le monde soit traité à la même enseigne finalement. Le troisième axe, c'est créer une team, on va dire, manager, RH, collaborateur qui soit parfaitement aligné sur le process. Et avec des rôles bien définis. Le RH est là pour créer le cadre avec les bons outils favorables à l'accompagnement de carrière. Le manager est là pour veiller à la montée en compétence de ses collaborateurs. Quand on recrute quelqu'un, 3 ans plus tard, s'il n'est pas plus compétent que le jour où on l'a recruté, il y a un problème. Mais le premier acteur de tout ça, et ça c'est à lui de le comprendre, c'est le collaborateur lui-même qui doit se saisir du cadre et des opportunités offertes par le manager. Donc c'est une triangulation qui fonctionne bien à partir du moment où les rôles sont bien définis et à partir du moment où chacun est bien responsable de son. Alors, c'était un point noir dans l'étude concernant les boîtes qui n'avaient pas mis en place de mobilité interne. Pour elles, à 68%, un des freins principal, c'était de dire les managers ne vont pas jouer le jeu, ils vont bloquer les mobilités internes, ils vont retenir les collaborateurs dans leurs équipes. Comment on fait justement pour transformer une culture managériale de ce type? Tu as parlé tout à l'heure d'incentives sur les... Ouais. Il y a Decathlon qui fait ça. Je trouve ça top. Moi, ça fait longtemps que je le dis. Alors, je suis content. Je pense sans doute pas grâce à moi qu'ils l'ont fait, mais ça faisait longtemps que c'était dans ma tête. En fait, carrément, En fait, aujourd'hui, les managers, pourquoi est-ce qu'ils ont du mal avec ça? C'est qu'ils ne sont évalués et incentivés que sur on va dire globalement le business, quoi. Le chiffre d'affaires, la marge, peu importe. En fait, je pense qu'il y a un volet RH qui doit être mis en place aussi dans l'incentive des managers sur ces sujets-là. Que ce soit la montée en compétences des collaborateurs, que ce soit le taux de mobilité. Et en fait, à partir du moment où si ça les concerne financièrement, ça va venir naturellement, ils vont vouloir atteindre leurs objectifs. Donc c'est un peu bête et méchant, mais c'est une bonne façon aussi de. Et puis en plus, ils vont voir qu'in fine, ça a des impacts positifs sur leur business, donc c'est un levier très vertueux. Le quatrième axe, c'était accompagner les collaborateurs dans leur réflexion. Et là, on comprend tout l'intérêt de John Baker que tu as expliqué précédemment. Le cinquième axe, c'est un cadre propice aux échanges. Alors la loi est bien faite, elle nous force à faire des choses, l'entretien professionnel par exemple, et souvent, moi j'ai des clients qui me disent ouais, bon alors on fait entretien professionnel et entretien annuel en même temps, donc ça permet, puis en fait finalement on fait que l'entretien annuel, quoi, ça a fait court. Parce que, in fine, on va parler que des résultats, etc. Et on va pas parler de la carrière. Moi je pense que c'est important de séparer les deux, ces deux moments qui n'ont rien à voir dans la vie du collaborateur. Et pourquoi justement, c'est obligatoire, donc saisissez-vous de ces moments
pour faire en sorte que ce soit constructif pour le collaborateur, pour le manager. Et donc, JobMaker peut venir aussi nourrir ces entretiens de par la réflexion profonde induite par la solution, permettant aux collaborateurs de venir en entretien beaucoup mieux préparés, beaucoup plus au clair sur leur trajectoire de carrière. Profiter de ces occasions. Et c'est pas un hasard si la loi nous l'impose. Bon, les législateurs font parfois des choses bizarres, mais là, pour le coup, je trouve qu'ils ont plutôt eu raison. Et puis en conclusion, le 6e axe, hein, comme tout process, c'est accompagner de A à Z le projet de mobilité interne. Et ce qui est formidable avec l'IA, c'est que vous allez avoir le temps maintenant de faire ça. Toutes les tâches pas très intéressantes, administratives qu'on fait dans notre quotidien, l'IA va nous faire gagner du temps et vous allez pouvoir être davantage centré sur l'accompagnement des collaborateurs. Et c'est ça l'opportunité de l'IA, entre autres. Dernière question que posait Guylaine, faut-il donner une limite dans le temps pour le développement des compétences? Donner une limite dans le temps, c'est compliqué à dire parce que chaque collaborateur a des besoins différents. On ne part pas tous du même départ. Certains vont être… J'allais pas le Comment? prendre sous cet angle-là. Moi, j'allais dire, ça Ah oui. dépend des objectifs business de l'entreprise et de ses besoins. Ah oui, oui, d'accord. OK, donc sous cet angle-là, ouais, d'accord. Moi, j'allais dire, en fait, selon, moi, je pensais au parcours de Jammaker, bref, oui. En fait, non, il est pas non, c'est maintenant qu'il faut le faire, là. C'était même enfin, le monde change très vite, donc moi, je vois à quelle vitesse ça évolue depuis que j'ai repris Jammaker. Il faut rester… C'est maintenant qu'il faut rendre les gens compétitifs par rapport aux enjeux d'aujourd'hui et de demain. Enfin, on parle de l'IA, mais tous mes métiers sont concernés maintenant. Donc, en fait, c'est maintenant qu'il faut créer cette culture-là. Et il n'est pas trop tard, hein, mais il faut le faire maintenant. Merci Arthur. Merci Christophe. Ce webinaire, vous le retrouverez en replay sur MyRHline demain matin. Merci d'avoir participé activement à nos échanges et je vous souhaite une bonne après-midi. Merci beaucoup. Ouais. Merci beaucoup, bon après-midi. Merci, au revoir. À bientôt.